aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Star. Comme vous le savez, cette émission vous permet d'analyser, de décrypter l'actualité sociopolitique. Je reçois sur ce plateau pour vous Monsieur Fahimba Mara. Il est juriste, professeur d'université et constitutionnaliste. Avec lui, on s'intéresse non seulement à la constitution guinéenne, mais aussi à la gestion du pouvoir en Afrique. Une fois encore, bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Fahimba, bonjour. Bonjour, monsieur Kamano. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, le plaisir est partagé. Voilà. Bien avant de toucher du doigt le vif du sujet, nous allons commencer par la définition de la Constitution. Je le disais à l'entame de cette émission, la plupart des citoyens entendent parler justement de la Constitution, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. C'est quoi la Constitution? La Constitution, c'est l'acte qui définit les attributs de l'État. Il fixe le statut des institutions, il définit les modes d'organisation des pouvoirs, définit les droits et les libertés des citoyens. Grosso modo, la Constitution, c'est un pacte social, un pacte qui lie les gouvernants et les gouvernés, qui définit les droits et les obligations des gouvernants, et de l'autre côté qui définit aussi les droits et les obligations des citoyens. C'est pourquoi cet acte qui, si vous voulez, qui fait l'équilibre de la société, naturellement, doit être observé de part et d'autre. Et dès que, si vous voulez, cet équilibre-là connaît un déséquilibre ou une rupture, naturellement, ça amène, si vous voulez, le déséquilibre de la société, la crise, l'instabilité dans une société, au lieu qu'on s'attelle, si vous voulez, au développement, et puis on gaspille le temps à gérer les crises, naturellement, comment il faut sortir des crises, comment il faut dialoguer, comment il faut ramener les acteurs qui sont à l'origine de ces crises autour d'une table. C'est pas une bonne chose. C'est pourquoi cet acte, il est tellement important, il est tellement fondamental dans une société moderne que son adoption doit obéir à des formes solennelles qui doivent être strictement respectées par tous les acteurs de la société. Concrètement, alors, l'adoption d'une nouvelle constitution, les étapes, la procédure à suivre. Voilà, vous voyez, c'est-à-dire la constitution, je l'ai dit d'ailleurs, chaque fois que je me retrouve sur un plateau de la place ou dans les studios de radio, naturellement, je ne manque pas de rappeler que la constitution, ce n'est pas le problème d'un gouvernement, ce n'est pas le problème d'une opposition, mais c'est un problème national, c'est un problème qui intéresse tout le monde. Alors tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire, si on doit aller vers une révision constitutionnelle, à la limite vers l'élaboration d'une nouvelle constitution, c'est que cette fois-ci, aucun acteur de la société, aucun acteur de la mêlée sociale ne doit être exclu, tout le monde doit être intégré, et comme ça, avec un processus, si vous voulez, inclusif et apaisé, alors on peut sortir un texte où tout le monde se retrouve, où tout le monde trouve son compte naturellement, et c'est ce qui fait que le texte dans la pratique après ne souffre pas dans son application. Chacun se retrouve naturellement, dans le contenu. Parce qu'une constitution ou un régime politique, vous savez, la constitution, ça définit le régime politique. Et le régime politique, vous voyez, pour qu'on puisse parler effectivement d'un régime politique avec exactitude, selon la pratique, c'est que c'est le mariage entre le texte projeté et le vécu dans la pratique. Le texte projeté, la constitution, on la projette et puis on essaie de l'appliquer. Et dans l'application, c'est-à-dire entre le vécu et le contenu du texte, tout à l'heure, on sort ce qu'on appelle la nature du régime politique. Donc vous voyez à quelle enseigne, jusqu'à quel niveau, naturellement, le problème de constitution est important dans une société moderne. Oui. Alors aujourd'hui, l'actualité justement reste dominée en Guinée par l'adoption d'une nouvelle constitution. Aujourd'hui, un projet tant contesté par le peuple de Guinée. Vous avez suivi le contexte dans lequel cette constitution a été rédigée. On nous parle d'une commission technique. Est-ce que les étapes ont été respectées ou la procédure légale a été respectée pour rédiger cette nouvelle constitution? Non, je pense qu'il ne faut pas porter de gants quand il s'agit effectivement de cette de cette question. De ce projet, oui. Non, de cette question même que vous venez de poser. Oui. C'est que à tout point de vue, naturellement, la procédure d'adoption classique qu'il faut pour que le processus soit apaisé, et comme je l'ai dit tantôt, pour que tout le monde y trouve son compte, n'a pas été observé. Parce que dans une société comme celle-là,
ceux-là qui doivent d'abord, la commission qui devrait se charger de l'élaboration de cette commission, de cette constitution naturellement, devrait on devrait d'abord élaborer des critères de sélection, des critères de choix, parce que n'importe qui n'est pas choisi pour faire un travail national aussi important. Donc on doit connaître quel est le parcours, quel est le profil des personnalités qui vont élaborer, pour élaborer cette nouvelle constitution où tous les Guinéens doivent se retrouver. Alors à date, personne ne peut me dire en Guinée que les rédacteurs de cette constitution-là sont connus. Ils ne sont connus de personne, de nulle part. On ne connaît pas quel est leur bord, on ne connaît pas quel profil ils ont. Alors aujourd'hui, il faut reconnaître que d'abord cette commission n'a pas bénéficié de ce qu'on appelle les termes de référence clairs, c'est-à-dire à travers... On a vu quand même la réaction de l'ancien ministre de la Justice qui n'a pas été associé à ce projet. Oui, mais bon, je veux parler de Cheikh Sako qui a démissionné. Voilà, bon, le départ de Cheikh Sako, voilà, évidemment, puisque nous ne sommes pas dans les entrailles dans les couloirs de la présidence, on ne sait pas exactement pourquoi il est parti. Moi, je ne voudrais pas que c'est... je ne veux pas vous confirmer qu'il est parti parce qu'effectivement, il n'a pas voulu adhérer à ce projet de constitution. Mais ce qui reste clair, bon, évidemment, les raisons lui reviennent, mais... Alors, Cheikh Sako que nous connaissons ne pouvait pas effectivement accepter un tel projet et puis sachant dans quelles conditions, dans quelle situation, dans quelles circonstances ce projet-là sort du lot, naturellement, on peut se poser la question de savoir pourquoi un travail comme ça, alors que dans les conditions normales, ça ne devrait pas se passer comme ça. Nous ne sommes pas en période de guerre, nous sommes en temps de paix. La procédure légale n'a pas été respectée. Elle n'a pas été respectée sur toute la ligne. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que ce projet de constitution fait l'objet de beaucoup de contestations, parce que simplement cette procédure a été biaisée. Ça, il faut le reconnaître. Alors, revenons sur le cas spécifique des dirigeants africains. Nous le savons pertinemment. La question reste dominée justement par des changements de constitution dans les pays. À votre avis aujourd'hui, qu'est-ce qui pour les chefs d'État africains a changé les constitutions de les pays? Vous savez, c'est-à-dire c'est aujourd'hui la préoccupation phare, la préoccupation fondamentale du nouveau constitutionnalisme africain, c'est-à-dire l'encadrement du pouvoir présidentiel, l'encadrement, si vous voulez, du pouvoir présidentiel dans les pays africains. Vous savez, ce que les gens ne savent pas, les critères de succès ou d'appréciation du succès d'une démocratie se cristallisent essentiellement dans l'encadrement du pouvoir présidentiel. Alors, c'est-à-dire, je ne vous apprends rien, mais quand vous prenez les régimes politiques africains, la caractérisation courante de tous les régimes politiques africains aujourd'hui, c'est le présidentialisme. Et le présidentialisme, c'est quoi? Le présidentialisme, c'est un régime politique dans lequel le jeu des institutions s'articule autour de la figure emblématique du président de la République. L'exécutif. L'exécutif, exactement. Donc, vous voyez, alors, la gestion du pouvoir pose problème à l'accès et à la sortie. L'accès, je ne vous apprends rien, c'est-à-dire l'accès du pouvoir en Afrique est une épreuve dure. Très difficile, oui. Très dure pour les peuples africains. Alors quand ça ne se passe pas dans les règles de l'art, ça conduit aux crises, ça conduit aux tueries, ça conduit même au déplacement de population. Et franchement, alors ça constitue des épreuves dures pour les peuples africains. Oui. Et pour juguler ce fléau, ces conséquences fâcheuses-là, on a tendance aujourd'hui à encadrer ce processus, c'est-à-dire la dévolution du pouvoir en Afrique a tendance à être encadrée. C'est-à-dire par, si vous voulez, je ne vous apprends rien, vous connaissez aujourd'hui l'histoire des commissions nationales indépendantes qui sont chargées d'organiser et de gérer le processus électoral dans les différents pays. Vous avez connaissance aussi des juges électoraux quand il y a des contentieux à l'occasion des élections naturellement, parce que vous savez, les élections sont conflictuelles en Afrique. Et c'est si vous voulez, les élections constituent
constituent des terreaux fertiles, c'est-à-dire aux crises que ça génère naturellement dans les pays africains, dans leur cycle politique généralement. Toutes les fois que ces échéances-là arrivent, les pays africains sont en proie des crises, et ça c'est dû au fait que le pouvoir, je ne vous apprends rien, ça aiguise, hein, c'est appétissant, c'est avec tout ce qu'il peut comporter. Après des années tout à fait. Donc ce n'est pas, le plus souvent ce n'est pas facile. C'est pourquoi il faut encadrer l'accès au pouvoir. Et maintenant il y a les règles. Si vous voulez, on dit avec la démocratisation par exemple de se présenter à la magistrature suprême, qui est la présidence par exemple, la règle démocratique, on dit n'importe qui peut le faire, mais n'importe qui peut le faire, c'est entre griffes, vous le savez mieux que moi, parce que n'importe qui ne peut pas être à la tête, si vous voulez, de la nation. Il faut avoir une certaine aptitude, il faut avoir des qualités, il faut avoir beaucoup de conditions, il y a des critères, et là, pour maîtriser le flux des candidatures, naturellement, vous voyez dans le processus, les règles qui définissent le processus demandent quelquefois le paiement des cautions, des cautions que n'importe qui ne peut pas payer. Donc justement, ça permet de cadrer un peu même la phase des candidatures, et quand maintenant le processus est engagé, il peut y avoir des contestations. Des contestations d'abord sont gérées par les commissions qui sont chargées d'organiser les élections, la CENI, et puis après il y a les tribunaux, après il y a la Cour constitutionnelle naturellement quand ce sont les élections nationales, élections législatives et présidentielles qui chapeautent tout ça là. Donc ça se fait dans le cadre ou dans le souci d'encadrer juridiquement l'accès au pouvoir. Mais à ce niveau, il y a eu beaucoup d'avancées aujourd'hui qu'il faut reconnaître. Sur le continent africain. Sur le continent africain, oui, parce qu'aujourd'hui, les acteurs, ils ont tendance à accepter le verdict des commissions nationales d'organisation des élections. Ils vont même à la résignation, et même le verdict que les cours constitutionnels en Afrique donnent après, qui proclament les résultats généralement, il y a moins de contestations. En tout cas, on commence à croire à la religion de ces institutions-là. Ça, c'est une avancée qu'il faut mettre au compte du processus de démocratisation. Même si encore le chemin, il existe encore du chemin à parcourir, mais il faut reconnaître qu'il y a des avancées. L'Afrique est en train de progresser quand même dans ce sens-là. Alors, le problème fondamental aujourd'hui, c'est la sortie du pouvoir. La sortie du pouvoir comme nous le connaissons aujourd'hui, qui pose sérieusement deux problèmes. Or, vous savez, je ne vous apprends rien, les pratiques successorales en matière de sortie du pouvoir en Afrique, il y a eu tellement de méthodes que vous connaissez. Avant, on a connu des méthodes sanglantes ou tragiques, c'était les coups d'État. Monsieur Fahimba, nous allons vous proposer un reportage alors dans ce domaine qui a été réalisé par la rédaction politique de STAR 21 TV. On revient sur ce plateau pour continuer les débats avec vous. Le jeudi 5 mars 2020, au congrès de Yamoussoukro, en présence des 352 parlementaires, le président Alassane Ouattara a fait savoir officiellement qu'il ne briguera un troisième mandat. La nouvelle a fait le tour du monde et constitue un tournant décisif dans la marche démocratique en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine. Je salue la décision historique du président Ouattara, homme de parole et homme d'État, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ce soir, la Côte d'Ivoire donne l'exemple, a aussitôt déclaré le président français Emmanuel Macron. À valeur de conseil pour la Guinée d'Alpha Condé, cette déclaration semble ne pas séduire nombre de militants du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Je dois rappeler simplement que les États ne sont pas les mêmes, les réalités ne sont pas les mêmes. Ouattara a fait beaucoup de réformes dans son pays, mais sincèrement, c'est un monsieur qui n'a jamais permis à l'opposition de s'exprimer, comme en Guinée. C'est bon de comparer les États, mais chaque État a ses réalités, chaque État a ses problèmes internes. C'est aux citoyens, dans un débat démocratique franc et sincère, de trouver des solutions au leur. L'engagement du président Alpha Condé à changer de constitution constitue l'un des maillons de la crise politique guinéenne. Pour ce leader d'une formation politique en herbe, le message du président Ouattara est un appel en direction du régime guinéen et de la Guinée, où la question de l'alternance politique
cristallise les positions. Si en Europe, c'est l'écriture, en Afrique ici, c'est la parole qui est sacrée. Donc cette décision du président Alassane Ouattara, pour nous, c'est un réconfort et une source de motivation pour continuer le combat. Et je pense que ça va inspirer notre président ici pour qu'il aille dans le même sens. Et déjà, comme il a annoncé le report de ces élections législatives couplées au référendum, je pense qu'il a fait un premier pas qui est important. Tandis que Ouattara annonçait son retrait du palais présidentiel en 2020, le FNDC se faisait aussi entendre en Guinée. Le projet de constitution plane sur la Guinée et les violences politiques se succèdent. À Conakry, l'acte 8 de la résistance active et citoyenne a enregistré 2 nouvelles victimes et des blessés. Des blessés et des morts sont de trop. Mais qu'est-ce qu'on peut? Si on manipule une catégorie de citoyens, leur montrer que l'État c'est leur ennemi, leur montrer que les agents de sécurité c'est leur ennemi. On a fini par faire de la violence un moyen de combat politique. Qu'est-ce qu'on peut malheureusement? On ne peut absolument rien. On ne peut que regretter et demander que les leaders qui manipulent ces jeunes priorisent les moyens démocratiques de combat politique. Dans toutes les préfectures de la Guinée, les manifestants sont généralement paisibles. Ce sont les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité qui sont censées encadrer les manifestations, souvent qui provoquent des incidents et qui dégénèrent. Je lance un appel au peuple guinéen de s'inspirer de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, d'exiger de leurs dirigeants le respect des engagements pris, puisque c'est des engagements solennels. Nous considérons que notre société est une société respectueuse des vertus. Mouvance et opposition se renvoient la responsabilité de cet échec politique en Guinée. Mais devant l'inconscience quasi collective, les politiciens guinéens passent toujours entre les mailles du filet, en foulant aux pieds le jeu démocratique. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Faïba Mara, professeur d'université, juriste et constitutionnaliste. Alors, M. Mara, on revient sur ce plateau. Vous avez suivi, j'espère, ce reportage. Oui, avec cette décision courageuse et sage du président Alassane Ouattara et suivi de la réaction des hommes politiques en Guinée. Oui, c'est vrai que j'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt, mais vous savez, il y a encore du chemin à faire. La réalité aujourd'hui, c'est le problème de la terminaison régulière des mandats en Afrique. Oui. Alors ce problème pose aujourd'hui, ça préoccupe plus d'un Africain, ce n'est même pas la Guinée seulement, plus d'un Africain, parce que jusqu'à présent, c'est que c'est ça d'ailleurs la préoccupation du constitutionnalisme moderne africain. Comment juguler cette pratique-là, le réflexe que les chefs africains, les présidents africains développent, c'est-à-dire le réflexe de la perpétuité du pouvoir, le fait de rester longtemps au pouvoir, le fait de refuser de lâcher. Ils n'ont pas aujourd'hui peur, compte tenu de la mauvaise gestion, de leur comportement quand ils sont aux affaires, de céder le pouvoir à une autre personne. Oui, c'est de ne pas être rattrapé par le passé, le passé ou par l'histoire. Mais alors ça, tu poses un élément très important, c'est-à-dire c'est pertinent ce que vous dites. Oui. Mais vous voyez, alors aujourd'hui, c'est vrai, ça amène effectivement certains chefs d'État à se pérenniser au pouvoir, à refuser de passer le flambeau et puis à accepter l'alternance. Parce que simplement, comme vous le dites, peut-être ils risquent d'être rattrapés par les effets pervers de la mauvaise gestion pendant le parcours politique à la tête de l'État. Mais aussi, ce n'est pas que ça. Aussi, le fait que nos législations internes ne prévoient pas, si vous voulez, une retraite méritée pour les anciens chefs d'État. Pour les anciens chefs d'État, fait aussi qu'ils s'accrochent au pouvoir. Pour quelqu'un qui connaît qu'est-ce que c'est le pouvoir,
avec tout ce que le pouvoir peut comporter comme avantage, honneur, et puis cérémonial, hein, et tout ce qui s'ensuit, l'argent et tout ce qui s'ensuit. Oui. Alors cette chaleur-là, et qui fait que les gens, une fois qu'ils accèdent au pouvoir, ils goûtent aux honneurs, au cérémonial et tout ce qui s'ensuit, ils ne veulent pas céder. Alors, bon, dans les pays qui ont compris ça très tôt, ont trouvé une sorte d'appât. Une sorte d'appât. L'appât, c'est quoi? C'est-à-dire, si vous voulez, c'est aller, c'est réserver à ces ex-chefs d'État, si vous voulez, un statut particulier oui. De la retraite méritée. La retraite méritée, c'est d'abord les accorder des avantages financiers immenses. Oui. C'est vrai, c'est-à-dire le salaire est là, les primes sont là. Vu justement leur passé, est-ce qu'ils méritent justement ces avantages? Mais vous savez, mais si c'est par cette méthode-là que nous pouvons juguler effectivement ce fléau qui fait aujourd'hui que ça porte beaucoup d'effets pervers sur le développement socio-économique de l'Afrique, parce que c'est-à-dire quand on vient au pouvoir en démocratie, on ne vient pas pour s'enrichir, on vient pour servir la nation. Mais nous allons marquer un coup de pause, on revient sur ce plateau pour continuer le débat. Nos valeurs, innovation, performance. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Fayimba Mara, professeur d'université, juriste et constitutionnaliste. Vous le savez pertinemment, on s'intéresse à cette fameuse question concernant la gestion des pouvoirs sur le continent africain. Alors, revenons sur le plateau bien avant d'avoir notre interlocuteur Boufil. Il s'agit de Maître Amadou Diallo. Revenons, est-ce qu'aujourd'hui les chefs d'État africains, on parlait tout à l'heure de leur statut particulier quand il s'agit justement de céder le pouvoir. Mais le cas spécifique de certains chefs d'État africains, nous avons quand même le Ghana qui est un bon exemple en termes de démocratie, où justement les anciens chefs d'État sont bien traités. Mais en Guinée, chez nous, dans certains pays, c'est tout à fait le contraire. Vous savez, la particularité de la sortie du pouvoir par le président de la République est caractérisée par deux finalités importantes. Lesquelles? La première finalité, c'est le respect du calendrier électoral. La deuxième finalité, c'est, si vous voulez, la conjuration de l'hérédité politique. Maintenant, en ce qui concerne le respect du calendrier électoral, vous savez, c'est très important, le respect du calendrier électoral. Oui. Un président de la République qui respecte le calendrier électoral respecte son serment qu'il a déclamé au jour, c'est-à-dire le jour de sa prise de fonction. Oui. Donc vous voyez, ça le crédibilise. Oui. Et puis franchement, ça anime l'ambiance démocratique. Okay. Le passage. On me fait signe, M. Mara, qu'on a déjà au bout du fil Maître Amadou Diallo. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, on s'intéresse aujourd'hui à la constitution, à la gestion du pouvoir en Afrique. Revenons sur le cas spécifique de la Guinée. Vous avez suivi le débat aujourd'hui qui polarise l'actualité en Guinée concernant justement ce fameux projet de changement constitutionnel. Est-ce que la procédure légale a été respectée pour l'adoption d'une nouvelle constitution en Guinée? Merci beaucoup. Je vous salue. Je salue vos invités et puis je salue vos auditeurs aussi. Bien entendu, je pense que la plupart des Guinéens aujourd'hui, même les non-juristes, s'accordent à reconnaître que le projet de nouvelle constitution pose deux problèmes. Lesquels? Le premier, c'est que aucune disposition de la constitution en vigueur ne permet au président de proposer une nouvelle constitution, contrairement à ce qui a été dit par les uns et les autres et par la Cour constitutionnelle. Je dis bien, aucune disposition, ni l'article 51, ni l'article 2, ni l'article 45, ni aucun autre article ne permet au président de la République de proposer une nouvelle constitution. Ce que le président de la République peut faire, c'est de proposer des amendements, des révisions, des dispositions de la Constitution qui ne sont pas intangibles, c'est-à-dire qui sont révisables.
Voilà. Donc, il ne peut proposer que des révisions de la Constitution. Donc, le premier problème, c'est que la démarche en soi est illégale. Elle est anticonstitutionnelle. Il s'agit d'une démarche anticonstitutionnelle. Ça, c'est le premier problème que pose le projet de nouvelle Constitution. Le second problème, c'est le contenu. À l'intérieur de ce projet, il y a des choses qu'ils ont prévues là-dedans qui déconsolident la démocratie guinéenne. C'est-à-dire qui remettent en cause les principes démocratiques et de l'état de droit en Guinée. Lesquels? Puisqu'il y a une rupture de l'équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire n'est plus renforcé, il devient l'appendice du pouvoir exécutif. Oui. Et puis toute référence au caractère républicain des forces de défense et de sécurité a été supprimée. Donc, il y a autant de choses qui sont dans le projet de nouvelle constitution qui ne sont pas bonnes pour la démocratie et l'état de droit en Guinée. Ok. Alors, Maître Amadou Diallo, autre question, c'est par rapport justement à la pérennisation des chefs d'État aux affaires en Afrique. La gestion du pouvoir fait beaucoup de défauts. À votre avis, pourquoi aujourd'hui les chefs d'État africains veulent se pérenniser aux affaires? Bon, moi je pense que, vous savez, je ne sais pas qui l'a dit, quelqu'un a dit que même la vertu a besoin de limites. C'est pas pour rien que dans la gestion, dans la construction des États, dans l'organisation des États, on parle de séparation des pouvoirs. Il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs pour éviter que quelqu'un ne puisse abuser du pouvoir. Il faut faire en sorte que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Alors, ce qui se passe en Afrique, c'est que souvent le chef d'État, puisque nous sommes dans des systèmes politiques où il y a ce qu'on appelle le présidentialisme, c'est-à-dire qu'il y a une prépondérance du pouvoir exécutif sur tous les autres pouvoirs. Donc le président de la République est, disons, est maître du jeu. Oui. Il caporalise toutes les autres institutions. Donc le problème qui se passe, c'est qu'il a tendance à se pérenniser, et surtout lorsqu'il a des collaborateurs qui sont malhonnêtes, qui ne sont pas des hommes d'État, qui cherchent à profiter de leur position auprès du chef de l'État. Donc ils font tout pour lui dire qu'il est beau, oui, qu'il est gentil et qu'il est indispensable à la nation. Donc qu'il doit continuer son œuvre, il doit parachever son programme, etc. etc. Okay. Donc normalement, quand c'est un chef d'État avisé, eh bien, il résiste à cette pression et il prend les dispositions pour respecter le contrat social, pour respecter le mandat pour lequel il a été élu. Malheureusement, beaucoup de chefs d'État cèdent à la tentation et se laissent dominer par leur entourage. Oui. Donc c'est ça la difficulté. Sinon, ce qu'il faut retenir, oui, c'est que dans notre constitution, comme dans la plupart des constitutions, mais également dans les normes internationales, je veux parler du protocole de la CEDEAO sur la gouvernance, je veux parler de la charte africaine sur la gouvernance. Il y a ce qu'on appelle des garanties, c'est-à-dire des garanties existent pour préserver ce qu'on appelle le principe de l'alternance démocratique. Oui. Donc le principe de l'alternance démocratique est garanti non seulement par la Constitution guinéenne, mais par les instruments juridiques internationaux qu'on a signés et ratifiés. Normalement, un bon chef d'État, qui est un homme d'État, devrait respecter cela. Respecter sa Constitution, respecter les normes internationales et surtout respecter les meilleures pratiques. Savoir sortir. C'est bien beau de diriger un pays, mais il faut organiser sa succession. Un bon chef d'État, c'est celui qui organise très bien sa succession. Ok. Et qui laisse l'État et qui laisse ses concitoyens dans la paix. Ok. Alors, Maître Amadou Diallo, une dernière question. Rapidement, si on vous demandait aujourd'hui de proposer des pistes de solutions pour une sortie justement heureuse de ces chefs d'État, quelle pouvait être votre réponse, votre proposition complète? Elle est très simple. Elle est très simple. Ça passe par le dialogue et le respect des lois. C'est-à-dire qu'on ne doit pas considérer les opposants politiques comme des ennemis à abattre. On doit considérer les ennemis et les opposants politiques comme des citoyens qui ont les mêmes droits, oui, que ceux qui sont aux affaires. Moi, je pense que si il y a un minimum d'entente, parce que je pense que dans un pays, les dirigeants, les gouvernants et les gouvernés
doivent tous être d'accord sur un minimum de valeurs, c'est-à-dire les valeurs de la République, le respect des lois de la République. Si on est d'accord sur ça, le reste est très facile. Mais tout cela se fait dans le cadre d'un dialogue, d'un minimum d'entente. Malheureusement, ici, on a l'impression que c'est des ennemis, je ne sais comment qualifier la situation, le rapport qu'il y a entre les gouvernants et les gouvernés, surtout les opposants politiques et les gouvernants. Donc c'est cette situation conflictuelle, malheureusement, qui nous pose des problèmes. Mais encore une fois, la responsabilité en incombe principalement aux dirigeants. C'est aux dirigeants de faire des efforts pour qu'il y ait un minimum de cohésion sociale, de dialogue entre tous les fils du pays. Et créer les conditions pour une transition apaisée, pour une dévolution du pouvoir qui respecte la Constitution, une dévolution du pouvoir qui respecte les principes démocratiques. Malheureusement, chez nous, on a tendance à croire, on observe que ceux qui ont le pouvoir pensent qu'ils sont les seuls méritants, qu'ils sont les seuls à avoir le droit de garder le pouvoir ad vitam aeternam. Or, dans une démocratie, il faut que le principe de l'alternance soit garanti. Très important. Et il ne doit pas être remis en cause. Maître Amadou Diallo, avocat à la Cour, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous en prie. Alors, je vous en prie. Nous revenons sur ce plateau avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Fahimba Mara, professeur d'université constitutionnaliste et juriste. Alors, M. Mara, vous avez suivi, j'espère, les explications avec Maître Amadou Diallo, avocat à la Cour. Ça vous dit quelque chose, ces explications par rapport à l'adoption de la nouvelle constitution qui a été, d'abord, la procédure n'a pas été respectée en Guinée, biaisée, et vous avez suivi justement sa réaction par rapport à la pérennisation des chefs d'État africains aux affaires. Oui, je crois que je suis en train de marcher sur sa langue, naturellement. Oui. Ou je ne sais pas si c'est lui qui marche sur ma langue, parce que déjà, avant d'être sur ce plateau, j'avais eu des entretiens avec certains de vos confrères. Je crois l'avoir annoncé là-bas, que la procédure a été biaisée. Avait été biaisée. Puis, voilà. Comme ça, nous parlons de, si vous voulez, de la gestion du pouvoir, de la carrière du président de la République à la sortie du pouvoir. Vous savez, ça pose problème. Et alors, aujourd'hui, les constitutionnalistes, où le constitutionnalisme africain moderne se préoccupe et en fait un souci majeur. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est en train de, si vous voulez, même la gouvernance de la CEDEAO qu'il annonce, ou de, je sais pas, de l'Union africaine, voilà, dont il parle, tout ça, ça fait partie de l'œuvre des constitutionnalistes ou du constitutionnalisme africain moderne, parce qu'il faut que la sortie du pouvoir aussi soit encadrée. Pour que la sortie du pouvoir soit encadrée, naturellement, il faut mettre des règles, il faut poser des jalons. Et les tout premiers jalons, je crois que c'est le respect, comme je l'ai dit tantôt, c'est le respect du calendrier électoral. Naturellement, parce que, vous savez, le respect du calendrier électoral dans une démocratie et dans la gestion des mandats vous permet de respecter vos engagements. Et puis, au-delà du respect de vos engagements, parce que vous avez prêté le serment, c'est que ça permet la rotation des élites à la tête du pouvoir. Très important. En Afrique. Du quoi chacun est capable. Mais, tout à fait. Donc ça, c'est tellement important que s'il y a blocus à ce niveau, c'est que ça peut amener ce que ça peut amener, ça met le pays en panne, ça provoque des crises, ça met le pays en retard. Donc pour cela, le constitutionnalisme africain a réfléchi. Ils ont dit, mais alors comment nous pouvons juguler ce fléau-là en Afrique? Et pour juguler ce fléau, pour lutter, si vous voulez, pour conjurer ce fléau en Afrique, on a dit, bon, il faut initier des législations qui peuvent, si vous voulez, attirer les chefs d'État à lâcher le pouvoir, à sortir du pouvoir avec beaucoup d'assurance, c'est-à-dire en leur accordant des avantages liés au statut d'ancien chef d'État. Très important. Alors ça, je crois que
le Ghana a donné l'exemple. Si vous prenez la constitution de 1992 du Ghana, cette constitution ghanéenne, naturellement, dans son article 68, si je ne me trompe pas, a posé des règles claires et il y a eu des lois d'application que l'Assemblée ghanéenne a avalisées à l'époque. Et aujourd'hui, je ne vous apprends rien. Honnêtement, quand on vient au pouvoir au Ghana, on est pressé de partir. Non, il faut le reconnaître, le Ghana c'est un modèle. Mais naturellement, on est pressé de partir parce que, si vous voulez, le pouvoir constituant ghanéen a mis des appâts qui font que ça a commencé par le président John Rawlings. Naturellement, c'est lui, en quittant au pouvoir, si vous voulez, on a mis le paquet et on a réservé à l'ancien chef d'État un statut particulier où on lui a créé énormément d'avantages qui le rassurent et qui l'amènent même à se précipiter pour quitter le pouvoir et avoir une retraite apaisée et vraiment, si vous voulez, libre et puis rassurée. Très important. Nous allons marquer une autre coup de pause. On revient sur ce plateau pour continuer les débats avec bien sûr notre invité. Star Virtual TV Guinée est une succursale de la télévision américaine Star 21. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, la télé qui vous rassemble bien sûr avec notre invité. Il s'agit de M. Fahimba Mara, professeur d'université, constitutionnaliste et juriste. Alors, rapidement, bien avant de vous proposer notre reportage, M. Mara, est-ce qu'aujourd'hui, en Guinée, il est possible vraiment de préparer une sortie heureuse d'un président chez nous, puisqu'on a l'impression que c'est devenu un sujet tabou. Voilà, c'est devenu un sujet tabou. Dans le contexte, naturellement, je crois que il est nécessaire que la communauté internationale, d'ailleurs, comme elle est en train de s'impliquer maintenant, qu'un dialogue soit instauré et qu'on garantisse peut-être au professeur Alpha Condé, au professeur Alpha Condé, une sortie heureuse, si vous voulez, avec une législation qui va lui accorder des avantages importants, c'est-à-dire en matière de retraite, qu'on appelle la retraite méritée. Et comme ça, je crois que premièrement, ça va le rassurer. Deuxièmement, l'importance de cette façon de quitter démocratiquement le pouvoir, ça vous ouvre, ce que les chefs d'État ne comprennent pas, ça vous ouvre, si vous voulez, une nouvelle carrière qui vous élève à la haute dignité, parce que cette fois-ci, ça vous ouvre des carrières transnationales et même internationales. C'est-à-dire quand vous quittez le pouvoir démocratiquement, dans l'élégance, si vous voulez, politique, après, on vous cherche sur le plan international, vous êtes un modèle, hein? Vous êtes une référence. En termes de démocratie, vous êtes un modèle, vous êtes une référence, vous êtes sollicité ailleurs pour aller régler les conflits, parce que si vous voulez être demain une star sur la scène internationale, en train de gérer des crises, il faut d'abord avoir donné, si vous voulez, à la génération passée ou montante de bons exemples, et comme ça, chaque fois que vous venez parler aux autres, ce sont des exemples. Ils vont vous écouter, ils vont vous respecter. On a connu le président Alpha Condé du Mali, quand il a accepté de quitter démocratiquement le pouvoir, vous avez vu, on lui a promis au poste de secrétaire général de l'Union africaine. Voilà. Alors ça, il y a tant d'exemples comme ça. Pierre Biya du Burundi, présentement, il tourne un peu partout en Afrique. Alors si aujourd'hui le professeur Alpha Condé, on lui garantit toutes ces perspectives heureuses, moi je pense que il peut céder, mais sinon c'est vrai, ça va être très compliqué, et surtout avec des menaces. Et ce que vous avez dit tout à l'heure ici, si le passé risque de le rattraper, puisque vous parlez de mauvaise gestion, c'est pas moi qui le dis, mais ça n'engage que vous. Alors si tel est le cas, ça pose problème. C'est clair, on va vous proposer notre reportage bien avant d'entamer le dernier virage de cette émission. On revient sur ce plateau dans un instant. Dans un entretien sur France 24 et RFI à la faveur du 33e sommet de l'Union africaine, le président Alpha Condé a enfoncé le clou de la crise politique guinéenne. Son projet de nouvelle constitution, dont il avait annoncé auparavant le couplage avec les législatives du 1er mars 2020.
Aujourd'hui, la Constitution guinéenne doit répondre aux besoins du monde actuel. Par exemple, la parité entre hommes et femmes, la lutte contre les mutilations génitales, le mariage des filles avant 18 ans, et surtout le partage correct des ressources. Par exemple, aujourd'hui, nous consacrons 15% de tous minières aux sous-préfectures. Nous voulons que ça soit constitutionnalisé, qu'il y ait un fonds pour la jeunesse, un fonds pour les personnes vulnérables. Maintenant, les élections, chaque parti est libre de présenter le candidat qu'il veut. Soupçonné de vouloir s'éterniser au pouvoir, Alpha Condé reste inflexible aux appels dans son pays et à l'étranger. Déterminé à faire valoir son projet de nouvelle constitution, l'homme fort de Conakry a de quoi justifier son nouveau cap. Ce que les Guinéens se préparent, c'est cette démocratie à géométrie variable. C'est-à-dire, on peut accepter que certains chefs d'État changent de constitution 4 fois, 5 fois, 6 fois, et on ne dit rien. Bon. Et pourquoi le cas de la Guinée posait problème, alors que nous avons beaucoup d'autres cas où les chefs d'État ont fait 4 constitutions, 5 constitutions, 6 constitutions. À la première place du classement des chefs d'État africains accros au pouvoir, on retrouve le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, arrivé au pouvoir le 3 août 1979 après avoir renversé son oncle Francisco Macias Nguema. Cela fait plus de 40 ans qu'il dirige son pays. Aujourd'hui, âgé de 78 ans, cet ancien militaire n'est pas prêt de céder sa place. Paul Biya, né le 13 février 1933. Paul Biya est à la tête du Cameroun depuis 1982. Il a succédé à Amadou Ahidjo le 6 novembre 1982 après la démission de ce dernier. Paul Biya est accroché au palais d'Etoudi depuis 38 ans. Grâce à la levée de limitation de mandat en 2008 et à l'opposition qui peine à se rassembler autour d'une candidature unique, Paul Biya semble se diriger vers une présidence à vie. Yoweri Museveni, né le 15 août 1944, il devient président de la République suite à un coup d'État militaire. À la tête de l'Ouganda depuis janvier 1986, il est l'un des plus anciens dirigeants en place dans le monde. Cet ancien agent des services secrets du président Milton Obote va attendre 1996 avant d'organiser une élection dont il sera le seul et l'unique candidat. Après 34 ans de pouvoir et une fortune non négligeable, il envisage de céder sa place, mais à son fils Muhoozi Kainerugaba. Idriss Déby, né le 18 juin 1952, l'homme d'État dirige le Tchad depuis le 4 décembre 1990. Le 2 décembre 1990, avec l'appui de la France, il chasse du pouvoir Hissène Habré et le remplace le 4 décembre avec le titre de président du Conseil d'État. Il est officiellement président de la République du Tchad le 28 février 1991. En 23 ans de pouvoir, Idriss Déby Itno a souvent vu son gouvernement se fragiliser sans jamais être renversé. Cette liste des chefs d'État africains accros au pouvoir est loin d'être exhaustive. Le grand mérite revient au Cap-Vert. Cet archipel ouest-africain est souvent présenté comme un modèle de démocratie et de bonne gouvernance en Afrique. Le Cap-Vert s'est doté d'un régime parlementaire qui accorde l'essentiel du pouvoir à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Devenu indépendant en 1975, il a vécu sous un régime de parti unique avec le PAICV. C'est en 1990 que le multipartisme a été instauré avec le Mouvement pour la démocratie, MPD libéral, qui remporte les premières élections démocratiques de 1991. Depuis, l'alternance politique s'est toujours limitée à ces deux partis, PAICV et MPD. Né le 20 octobre 1950 et membre du Mouvement pour la démocratie MPD, Jorge Carlos Fonseca est l'actuel locataire du palais de Praia. Il est élu président de la République lors de l'élection présidentielle du 21 août 2011 et réélu le 2 octobre 2016 pour un deuxième et dernier mandat conformément à la Constitution. Fort d'une démocratie reconnue, le Cap-Vert est le premier pays à bénéficier avec succès de plusieurs prêts du gouvernement américain. Compte des défis du millénaire, un fonds au développement établi en 2004 pour aider financièrement les pays qui adhèrent à une gestion économique libérale et qui respectent la démocratie et la bonne. Nous revenons sur ce plateau avec bien sûr notre invité. Monsieur Mara, vous avez suivi ce reportage des modèles de démocratie. Par contre, certains pays où la dictature s'enfonce.
en ce 21e siècle. Ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Et puis, quand on parle de changement constitutionnel, tout à l'heure, vous avez suivi... Maître Amadou Diallo? Non, le président de la République, qui était en train de donner les motivations justement, de l'élaboration de cette nouvelle constitution. Voilà, il parle de l'égalité entre l'homme et la femme, il parle de l'excision, je ne sais quoi. Le partage équitable des ressources. Bon, voilà, ça qu'on peut prendre avec les pincettes, mais dans les conditions normales, quel est le problème du régime politique guinéen aujourd'hui? Alors, moi je vous dis que si il était question aujourd'hui d'engager une réforme constitutionnelle, c'est que nous avons deux préoccupations. Majeures. Lesquelles? La première préoccupation, c'est que depuis que le professeur Alpha Condé est venu au pouvoir en 2010 jusqu'à nos jours, on n'a pas connu ce qu'on appelle la stabilité politique dans notre pays. Là, c'est un aspect important. Non, c'est un aspect important. Oui. Donc, on a connu une instabilité qui ne dit pas son nom. C'est clair. Les institutions n'ont pas bien fonctionné. Il n'y a pas eu d'équilibre entre les institutions. Donc, ça a ouvert une brèche ou des brèches de crise que on cherche à contenir jusqu'à date, qu'on n'a pas encore réussi. C'est clair. Oui. Donc, ça, alors, dans une réforme constitutionnelle, les préoccupations fondamentales devrait reposer sur la rationalité démocratique pour juguler, si vous voulez, cette instabilité-là. Mais avec ce projet de réforme constitutionnelle que nous connaissons, c'est que ce problème-là n'est pas réglé. Ça veut dire qu'on n'a pas visé ce diagnostic-là qui, pour autant, aujourd'hui, pour les Guinéens, qui constitue une préoccupation. Ça, c'est un premier élément. Oui. Le deuxième élément, aujourd'hui, la préoccupation des Guinéens, c'est pas l'égalité entre l'homme et la femme. C'est pas l'excision, c'est pas la lutte contre l'excision ou, voilà, je ne sais quoi. Oui. Alors, la préoccupation fondamentale aujourd'hui, c'est comment améliorer les conditions de vie du Guinéen. Très important. Comment propulser, comment, si vous voulez, engager, si vous voulez, le développement de la Guinée pour que nous puissions sortir de la pauvreté, si vous voulez, de la précarité que nous connaissons aujourd'hui. Voilà les préoccupations phares des Guinéens aujourd'hui. Alors, si cette réforme reposait sur ces deux éléments fondamentaux et qu'on trouve dans la réforme que, une fois adoptée cette constitution, qu'on pouvait réussir à juguler ces deux fléaux qui préoccupent aussi les Guinéens. Mais vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, que le non-respect des lois de la République, le non-respect des accords, ne serait-il pas à l'origine justement de ces crises que traverse la Guinée? Mais pourquoi? Vous savez... Depuis 2011, vous l'avez mentionné, depuis 2011, la Guinée traverse vraiment une situation exceptionnelle. Voilà, depuis 2010, nous sommes partis d'accord en accord. Oui. Et la République ont été mises de côté. De côté. Oui. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il est très difficile de contenir cette instabilité et ce déséquilibre du fonctionnement des institutions et même de la nation entière. Oui. Parce que, vous voyez, les accords ne gèrent pas un pays. Les accords ne stabilisent pas un pays. Il faut le respect des lois de la République. Les accords sont éphémères. C'est pour des circonstances passagères. Oui. Alors si nous faisons des accords et de la négociation et de tout ce qui s'ensuit, le mode de gestion de notre pays, mais on ne s'en sort pas. Voilà, on ne parle plus de développement. C'est ça le mal. Le fait qu'on ne parle pas de développement dans notre pays, mais on parle toujours de crise, on parle de pauvreté, on parle d'instabilité, parce que simplement les institutions depuis 2010 jusqu'à nos jours n'ont pas bien fonctionné et ça donnait beaucoup de crises. Alors, comment régler? Si cette réforme-là pouvait régler cette instabilité-là, comment équilibrer les institutions, comment encadrer les institutions, comment changer le statut des institutions, comment produire, si vous voulez, définir les moyens d'action réciproques entre les institutions pour éviter la crise. Ça pouvait être vraiment, cette réforme serait la bienvenue et tous les Guinéens allaient se reconnaître dans ça et franchement, tout le monde allait faire la publicité pour soutenir la réforme pour que nous puissions sortir de la torpeur. Est-ce que M. Mara, aujourd'hui, avec l'implication de la mission conjointe de l'Union africaine de la CEDEAO, l'espoir est permis? Oui, naturellement. Non, mais naturellement, il faut reconnaître que l'espoir est permis parce que, regardez l'allure qu'on a empruntée tout dernièrement, si on partait, si l'allure là n'était pas freinée, vous voyez là où ça allait nous conduire ce processus-là. Dieu merci, le président de la République, il a été dominé par la sagesse, il faut le reconnaître. On peut ne pas l'aimer, mais il a été très sage. Si concernant
le report du scrutin. Surtout concernant le report du double scrutin aujourd'hui, c'est très important. Vraiment, la hauteur a dominé, a pris le dessus, la sagesse a pris le dessus. Et aujourd'hui, il y a une petite paix précaire qui aujourd'hui qui hante, si vous voulez, un peu tous les Guinéens, et qui est une sorte de petite lueur d'espoir aujourd'hui que ça va continuer et que les acteurs vont comprendre un jour, que les acteurs vont se retrouver autour d'une table pour que le processus soit apaisé. Et pour que le processus soit apaisé, il faut le reconnaître, il faut que tous les acteurs intègrent. Parce que si tous les acteurs n'intègrent pas, nous sommes toujours dans le risque de l'instabilité, le pays, regardez, de manifestation en manifestation. Mais on en a marre, parce qu'aujourd'hui, ça fait fuir, c'est-à-dire ça n'attire pas. La Guinée n'est pas la bonne destination aujourd'hui. C'est-à-dire nous sommes dans la zone rouge, donc l'argent n'aime pas le bruit, l'argent ne viendra jamais en Guinée, parce qu'on ne veut pas, avec cette instabilité tout le temps, ce sont les manifestations. Vous-même qui êtes à l'intérieur ici, pour vous déplacer d'un point A à un point B, il faut que vous preniez le téléphone pour appeler. Très élevé. Est-ce que si je dois traverser cette zone-là, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon en longueur de journée? Alors quand vous devriez vivre comme ça, vous n'êtes pas en paix, vous ne pouvez pas parler de développement. Nous entamons le dernier virage de cette émission. Si on vous demandait aujourd'hui des propositions concrètes en tant que constitutionnaliste pour une sortie de crise, votre réponse? Non, concrètement, si pour une sortie de crise, c'est-à-dire avec tout ce que nous traversons aujourd'hui, c'est d'abord la continuité ou la continuation de si vous voulez, de cette trêve. Je l'appelle comme ça. Le fait de le report là constitue une trêve aujourd'hui. Ça apaise un peu les ardeurs. Et puis aujourd'hui que la communauté internationale continue à peser dans la balance, parce que la Guinée aujourd'hui est une plaque tournante dans la sous-région. Il n'est pas bien que la Guinée, c'est-à-dire l'équilibre que la Guinée représente aujourd'hui pour la sous-région, que l'équilibre-là connaisse une rupture, ça risque d'embraser toute la sous-région, ce n'est pas une bonne chose. Donc il faut fortement que la communauté internationale pèse dans la balance, c'est-à-dire que le président de la République accepte que le processus soit apaisé, inclusif, participatif, participatif, et pour que tous les acteurs soient vraiment intégrés, intéressés, et pour que nous allions sur la base avec l'assainissement du fichier électoral des experts, que heureusement le président de la République a reconnu et a accepté que ce fichier-là, qui constitue aujourd'hui le nœud névralgique de toutes les contestations, soit assaini, et que les acteurs acceptent, les autres acteurs qui ont fait de ça leur point de discorde, renoncent à la politique de la chaise vide, reviennent autour de la table, et que le processus soit engagé sur les 4 roues, et que la Guinée regagne, ou en tout cas aspire à la paix, à la stabilité, pour que nous allons maintenant vers le développement. Alors, de façon résumée, qu'est-ce qu'il faut concrètement aujourd'hui pour les chefs d'État africains afin vraiment de respecter c'est-à-dire les chefs d'État africains d'abord doivent accepter, si vous voulez, la limitation du pouvoir, et puis le respect des calendriers électoraux, qu'ils acceptent de passer le flambeau quand le moment vient, c'est-à-dire la terminaison régulière des mandats se passe dans les règles de l'art, qu'ils acceptent de passer le flambeau dans l'élégance politique, et que pour que de nouvelles perspectives ou de carrière s'ouvrent pour ces anciens chefs d'État, qu'on leur garantisse. Il faut que le constituant africain pense à cet aspect, et même le constituant guinéen pense à cet aspect. Comment garantir aux anciens chefs d'État des avantages vraiment rassurants, pour qu'ils acceptent, pour en faire un appât, pour qu'ils acceptent de lâcher le pouvoir, et qu'une fois là aussi, au-delà de ça, que de nouvelles carrières s'ouvrent pour eux, parce que démocratiquement, s'ils constituent de bons exemples, ils peuvent être sollicités ailleurs. Monsieur Mara, merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Kamano, c'est à moi de vous remercier. Et ma téléspectateur, ainsi pour en faire cette émission, comme vous l'avez constaté, notre invité est Monsieur Fahimba Mara, professeur d'université, juriste et constitutionnaliste. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie, bien sûr, de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, la télé qui vous rassemble. Merci surtout à l'équipe de la régie.